La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'émission La vie de nos voisins, présentée par l'association Ulalche. Au micro, Sylvie. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aujourd'hui, nous aurons des informations de Cuba, d'Haïti. Cuba. Signature du premier protocole de commerce bilatéral entre Cuba et le Panama. Cuba et le Panama ont signé à La Havane le premier protocole modificateur de l'accord à portée partielle qui contribuera à impulser les relations commerciales entre les deux pays. Le ministre panaméen du Commerce et de l'Industrie, Melitón Garrocha, a signalé que les nouveaux projets bilatéraux contribueront à augmenter la présence d'une grande quantité de produits cubains de haute qualité sur le marché de son pays. Le ministre panaméen et le ministre cubain du Commerce extérieur et des investissements étrangers, Rodrigo Malmierca, ont paraphé le document lors de l'ouverture officielle du stand de Panama à la 32e foire internationale de La Havane. Ce texte modifie les préférences tarifaires pour les marchandises, le développement de nouvelles disciplines sur la propriété industrielle, les droits d'auteur et aussi à l'égard de la science, de la technologie et de l'environnement. Garrocha a souligné que ces accords commerciaux avec des pays de la Caraïbe est un élément clé de la politique de son gouvernement. Haïti. Visite de Rafael Correa en Haïti pour renforcer la coopération sud-sud. L'unité latino-américaine se renforce avec la coopération entre les pays de la région. Ce matin, les présidents de l'Équateur et d'Haïti, Rafael Correa et Michel Martelly, se sont réunis au palais de Carondelet pour discuter de divers projets de coopération. Dans le message d'accueil de cérémonie, le président Correa a exprimé sa joie de recevoir le représentant de la Première République ayant obtenu son indépendance dans la région. « J'ai toujours dit que l'Amérique latine doit beaucoup à Haïti », a déclaré le président équatorien lors de la rencontre. Il a rappelé que le pays des Caraïbes est une preuve douloureuse de la colonisation sanglante qui se poursuit encore aujourd'hui subtilement, exprimée dans le libre-échange et le capital transnational avec plus de droits que nos nations, a-t-il critiqué. Face à ces injustices, le gouvernement équatorien soutient et encourage la coopération sud-sud. Ainsi, cette visite est une étape pour renforcer cette coopération, a déclaré Correa. Pour sa part, Michel Martelly a salué la collaboration franche, sincère et fraternelle du gouvernement équatorien exprimée dans la reconstruction des rues, la réparation et construction de ponts après le tremblement de terre qui a frappé le pays des Caraïbes en janvier 2010. Martelly a souligné surtout l'affection montrée au peuple d'Haïti par notre pays. Il a informé que lors de la réunion, les questions liées à l'aviation et à la défense seront abordées. Le président Rafael Correa et son homologue haïtien Michel Joseph Martelly uniront leurs efforts pour améliorer les relations bilatérales. La rencontre des deux dirigeants a pour but d'évaluer les questions bilatérales sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, sur l'immigration, l'aviation, l'éducation et d'autres selon le ministère des Affaires étrangères. Après l'acte civique, il y aura une réunion présidentielle de ministres et de délégués équatoriens haïtiens durant laquelle les questions de coopération et le renforcement de l'appui d'Haïti à l'Équateur seront traitées. Pour la prochaine présidence pro tempore,
de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes que la nation des Caraïbes assumera en 2015. Dans l'après-midi, les présidents de l'Équateur et d'Haïti participeront à une discussion avec les médias. Il est à espérer que la visite de Michel José Martelly permette d'impulser la présidence de l'Équateur dans la région des Caraïbes via le renforcement de la coopération politique, économique et l'assistance. Costa Rica. Le volcan Turrialba oblige toujours à la vigilance. Environ 11 écoles qui avaient fermé leurs portes la semaine dernière en raison de la reprise d'activité du volcan Turrialba au Costa Rica ont rouvert depuis hier leurs classes. Les institutions ont obtenu l'aval pour accueillir de nouveaux élèves dans les centres éducatifs. Cependant, d'autres établissements scolaires resteront fermés en raison de l'alerte jaune préventive qui reste active dans le district de Santa Cruz. Les éruptions de cendres du volcan qui se sont produites entre le 28 octobre et le 3 novembre ont atteint une zone de 1000 km². Les données révélées par le réseau de sismologie nationale de l'Université du Costa Rica, qui dans un rapport sur l'activité éruptive a informé que dans la partie haute du volcan, l'épaisseur des cendres a été de 2,5 mètres, alors que sur des sites situés dans la périphérie comme la Picada et la Silvia, elle a atteint environ 30 cm. Les éruptions actuelles sont de moindre ampleur que celles survenues entre 1864 et 1866, lorsque les projections de cendres se sont répandues sur une zone de 3400 km², le double de celles survenues en 2010 qui a concerné 500 km². Cette nouvelle éruption s'explique selon les scientifiques par une augmentation de la pression des gaz dans ce qu'on appelle la chambre magmatique qui se trouve à l'intérieur du volcan. Les gaz ont rompu le toit de la chambre et ont été ainsi libérés avec simultanément des projections de petites quantités de magma, des émanations de cendres, de gaz, mais aussi des projections de matériel pyroclastique. L'éruption, qui a eu lieu le vendredi 31 octobre, a généré en plus de la colonne éruptive des émanations de gaz et de roches incandescentes. Certains blocs de pierre éjectés possédaient un diamètre de 1,5 m et ont parcouru jusqu'à 700 mètres. Le Turrialba, volcan localisé dans le parc national qui porte le même nom, s'est réveillé le 30 octobre dernier, ce qui a poussé les autorités à déclencher le niveau d'alerte jaune. Situé à 70 km à l'est de San José, dans la province de Cartago, l'accès au volcan est interdit depuis lors aux touristes. Son activité s'est modérée ces derniers jours, mais la prudence est toujours de mise et il s'agit pour les populations concernées par les émissions de dioxyde de soufre de rester éloignées. Des experts du réseau de sismologie nationale ont effectué hier une approche au bord du cratère du volcan. Ainsi, ils ont pu récolter du matériel appelé bombe, c'est-à-dire un fragment de lave solidifié d'un diamètre supérieur à 6,4 cm. Ils confirment par ailleurs la baisse d'activité du volcan, mais soulignent que des émissions de gaz et de retombées acides restent d'actualité, sans compter qu'ils ne peuvent prédire son comportement à venir. Les producteurs de pommes de terre, de choux des hautes terres de Turrialba et Cartago craignent que si les retombées de cendres du volcan Turrialba continuent à atteindre leurs champs semés, les pertes agricoles pourraient atteindre des millions. Brésil. Un homicide toutes les 10 minutes au Brésil. Une personne est victime d'homicide toutes les 10 minutes au Brésil, un des pays les plus violents au monde selon l'étude du Forum brésilien de sécurité publique publiée mardi dernier à Sao Paulo. Au total, 50 806 personnes ont été tuées en 2013, soit 5,8 toutes les heures dans un pays de 200 millions d'habitants. Le taux de 25,2 victimes pour 100 000 habitants en 2013 est légèrement inférieur à celui de 2012, mais le total de victimes en 2013 a dépassé celui de 2012. C'est la première fois que les chiffres montrent une stabilisation des homicides dans le pays et on doit se réjouir, a déclaré la directrice du forum Samira Bueno, citée par le site d'information G1 de Globo. Le Brésil continue toutefois de totaliser 11% des homicides du monde entier. Les participants au forum ont estimé possible de réduire leur nombre de 2/3 d'ici à 2030. Selon l'étude du forum, l'impact financier de la violence sur l'économie correspondrait à 5,4% du produit intérieur brut. En 2013, la violence aurait coûté au pays 258 milliards de réals, soit 115 milliards de dollars. Bolivie. La Bolivie répond au Chili au sujet de l'accès à l'océan Pacifique.
La Bolivie donnera une réponse par écrit à la contestation du Chili contre la Cour internationale de justice siégeant à La Haye afin de résoudre sa demande à propos de l'accès à l'océan Pacifique. Le ministre de la Présidence, Juan Ramón Quintana, a dit que la réplique bolivienne a été discutée aux différents niveaux. Celle-ci est solide et dégage n'importe quel doute de La Haye sur le conflit, a-t-il précisé. La Bolivie a perdu son accès au Pacifique, 400 km de côte et 120 000 km² de sol, lors d'une guerre livrée au Pérou contre le Chili en 1879. Ces autorités ont ramené en 2013 la réclamation à la Cour internationale de justice d'une sortie souveraineté à la mer, mais le Chili ne reconnaît pas la compétence juridique de ce tribunal pour résoudre cette controverse. Bolivie toujours. Une pyramide circulaire découverte dans le département de Santa Cruz. Une pyramide circulaire datant de plus de 2000 ans a été découverte dans la municipalité de Mairena, située dans le département bolivien de Santa Cruz, une révélation faite par l'archéologue Danilo Dacrit. Le coordinateur du projet d'archéologie du gouvernement de Santa Cruz a souligné que la pyramide mise à jour à l'aide de relevés topographiques se trouve à proximité du fort de Samiapata, inscrit au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. La pyramide se compose de 3 corps circulaires et possède 5 entrées. La principale se situe en direction du sud et comprend 2 hectares de surface de plancher, a affirmé le responsable des fouilles. Le scientifique a également souligné qu'il ne s'agit pas d'une pyramide faite en pierre, mais d'une petite colline qui a été abaissée et façonnée avec des murs de contention pour obtenir la forme étagée d'une pyramide circulaire. Précisant, ce système de construction a déjà pu être repéré en Amérique centrale et au Pérou. Danilo Dacrit a expliqué qu'au regard de son expérience d'archéologue acquise au Mexique, il a pu distinguer l'apparence d'une pyramide circulaire dans la région amazonienne, à 130 km à l'ouest de la ville de Santa Cruz de la Sierra. Selon les premières hypothèses, elle aurait pu être construite par des cultures amazoniennes. Il y a 2000 ou 2500 ans, un paramètre qui a d'ores et déjà été appliqué à des constructions similaires découvertes au Pérou et au Mexique. Lors d'une conférence de presse, le scientifique a également expliqué que cela faisait 2 ans que son équipe faisait des recherches sur ce site archéologique. Cette découverte est accompagnée de la mise à jour d'artefacts comme des restes de céramique tels que des mortiers pour moudre les grains. L'archéologue a souligné que la quasi-totalité de la pyramide pourrait être visible d'ici la fin de l'année 2015 après les travaux d'excavation. Le projet a dû être provisoirement suspendu en raison du début de la saison de pluie. Le travail des scientifiques reprendra au début de l'année prochaine avec la participation de 20 à 30 personnes. La ville de Mairena se situe à 137 km de la capitale du département de Santa Cruz et se caractérise par sa topographie montagneuse entrecoupée de vallées et de plaines où les visiteurs peuvent apprécier les formations de roches volcaniques. Cette pyramide circulaire, à 3 niveaux, possède un diamètre à sa base de 180 mètres et une hauteur de près de 14 mètres. Il s'agit pour le moment de la première découverte de ce genre sur le sol bolivien. Les archéologues espèrent mettre à jour une centaine de sites précolombiens dans la région dans le cadre de leur projet de fouilles au niveau régional. Cette nouvelle découverte ajoute à la valeur au patrimoine de la région, déjà marqué par le site archéologue du fort Samiapata, situé dans la province de Florida, dans le département de Santa Cruz. Un lieu qui intègre 2 éléments parfaitement identifiés, la colline, qui avec ses multiples gravures pourrait avoir fait office de centre cérémoniel, et la zone au sud de la colline qui constituait le quartier administratif et résidentiel et celui de l'administration politique. Le lieu a été peuplé et usité comme un centre rituel et résidentiel par des intégrants de la culture Moroca, Coya, dès 300 ans après Jésus-Christ. Et c'est durant cette période que ses habitants ont commencé à y sculpter et dérocher. Les Incas, qui s'installèrent au XIVe siècle, en firent une capitale provinciale, sont des vestiges relevés par des fouilles qui ont permis d'affirmer leur présence, comme la large place centrale bordée par ces monuments publics et l'aménagement de terrasses agricoles sur les collines alentours, qui sont tout à fait emblématiques de ce type d'habitation inca. La cité était alors un bastion contre les incursions des Chiriguanos, hostiles qui peuplaient la région du Chaco vers 1520. La situation géographique privilégiée du site, qui avait retenu l'attention des Incas,
séduisaient également les Espagnols. Les tristement célèbres mines d'argent du Cerro Rico de Potosi commencèrent à être exploitées en 1545 et l'implantation coloniale de Saimepata est devenue un important relais sur la route menant d'Asunción à Santa Cruz, aux centres coloniaux des Hautes-Andes comme La Plata, maintenant appelée Sucre, Cochabamba et Potosi. Chili. Le Premier ministre chinois appelle à élargir la coopération sino-chilienne. Le Chili est le premier pays latino-américain à avoir signé un accord de libre-échange avec la Chine. M. Li a indiqué que les deux pays devraient assurer une bonne application de l'accord et donner l'exemple pour le développement du libre-échange entre les pays en voie de développement. La Chine est prête à investir dans la construction des infrastructures au Chili, telles que des chemins de fer, l'électricité hydraulique et les télécommunications, tout en prenant part au développement de la connectivité en Amérique du Sud, a noté M. Li. La Chine va se préparer pour assister à la première réunion ministérielle d'un forum qui se tiendra entre la Chine et la communauté des États latino-américains et des Caraïbes, prévue l'année prochaine à Beijing, a annoncé M. Li. La Chine souhaite également développer le commerce des produits agricoles et tient à aborder la coopération financière, notamment le swap des devises et des règlements commerciaux en monnaie locale, a annoncé le Premier ministre chinois. Nous espérons que la partie chilienne autorisera les banques chinoises à ouvrir rapidement des bureaux dans le pays, a expliqué M. Li. Selon lui, la Chine accorde une grande importance aux relations avec les pays latino-américains, dont le Chili, et est prête à travailler avec eux. Madame Bachelet a indiqué que son pays est prêt à maintenir les échanges étroits à tous les niveaux avec les responsables de haut rang et à élargir sa coopération avec la Chine par le biais de mécanismes de dialogue déjà existants et de zones de libre-échange. Chili toujours. Un prêtre influent condamné pour abus sexuels sur une fillette. La justice a estimé qu'il y avait suffisamment de preuves pour établir que Aurélie a abusé d'une petite fille aujourd'hui âgée de 9 ans. Cela n'a pas été un cas facile, il y a une connotation spéciale et ce n'est pas n'importe qui, a déclaré aux journalistes à la sortie du tribunal la procureure Lorena Parra, soulignant l'importance de l'interdiction faite à Aurélie d'être en relation avec des mineurs. Cette affaire touche un des prêtres les plus influents du Chili, proche des milieux d'affaires et de la classe politique, à qui le Congrès a accordé la citoyenneté chilienne en 2008. Les faits se sont produits au sein de l'établissement scolaire Colegio Cumbres, fréquenté par les enfants de l'élite chilienne. Le prêtre irlandais, arrivé dans le pays en 1984, a été le représentant de la puissante congrégation des Légionnaires du Christ, fondée en 1941 au Mexique par le père Martial Maciel, qui l'a dirigé avec poigne jusqu'à sa mort et qui a été accusé de nombreux abus et maltraitances de mineurs durant des décennies. Le prêtre Aurélie avait été également accusé d'avoir molesté la sœur aînée de la victime, mais dans cette affaire, le tribunal l'avait acquitté, considérant qu'il n'existait aucune preuve. Ainsi se termine l'émission La vie de nos voisins, présentée par l'association Ulalché, au micro Sylvie. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. À bientôt.